vous allez nous parler d'Internet et plus précisément des plateformes de réservation en ligne. Je vais vous laisser la parole. Vous allez nous expliquer les avantages, les inconvénients. Et puis, voilà, on va laisser la parole à Thomas. On reviendra avec les professionnels du tourisme pour poser des questions aussi concrètes par rapport au terrain que vous connaissez aussi très bien. Et éventuellement, voir avec vous les questions que vous pouvez avoir sur cette thématique. Je vous laisse la parole. Moi, j'interviens sur la thématique de faut-il avoir peur des agences de voyage en ligne. Alors, le titre est un peu anxiogène. Le but du jeu n'est pas de faire peur. Le but du jeu n'est pas de les stigmatiser. C'est la mode en ce moment de stigmatiser les agences de voyage en ligne. C'est la mode de taper sur Booking, sur Expedia, etc. Ce n'est pas l'objectif de l'intervention. Même si par moment je vais avoir des propos peut-être un peu durs, l'objectif de l'intervention, c'est de vous donner les éléments clés de manière à mieux appréhender ces apporteurs, ces distributeurs, pour mieux travailler avec eux. Si on revient un petit peu en arrière, la promesse d'Internet, quand Internet est arrivé au début des années 2000, la promesse d'Internet, c'était d'enlever les intermédiaires. On va enfin pouvoir vendre en direct. Et ça, c'était une belle promesse. Effectivement, vous allez faire un site internet, on va mettre un moteur de réservation dessus et on va pouvoir vendre directement auprès du consommateur. Très belle promesse, ça a commencé à marcher. Et puis évidemment, comme le marché est juteux, puisque Valère nous a confirmé que le e-commerce, non, c'est Madame Narcy, nous a confirmé que le e-commerce était le premier poste que le e-tourisme était le premier poste du e-commerce en France. Donc, comme il y a de la valeur ajoutée, des intermédiaires sont venus se mettre entre vous, les producteurs, et le client, le distributeur. Aujourd'hui, il est impossible de se passer de Booking ou de Expedia. La plupart de mes exemples sont tirés de l'hôtellerie. Premièrement parce que je suis issu de l'hôtellerie, mais surtout parce que l'hôtellerie est en avance sur les autres formes d'hébergement, sur la restauration et sur les autres acteurs touristiques. Donc c'est extrêmement intéressant de voir ce que le leader, l'hôtellerie, a fait comme élément positif et comme élément négatif pour s'en inspirer, pour mieux bâtir vos différentes stratégies. J'étais en train de dire qu'il n'est pas question de se passer de Booking, de Vénéré, de Expedia, de ces apporteurs. On ne peut pas s'en passer tant qu'il n'y a pas d'alternative en face. Aujourd'hui, il n'y a aucune alternative à Booking et Expedia. Il y a des pistes, des solutions. C'est ce que je vais dérouler aujourd'hui. À mon avis, une des seules alternatives, c'est l'éducation de la clientèle. Aujourd'hui, je vais vous présenter en quoi Booking, pourquoi ils sont extrêmement performants. C'est parce que technologiquement, ils savent faire des ventes. On n'a pas d'outils, nous, hôteliers, restaurateurs, hébergeurs et autres acteurs touristiques, on n'a pas d'outils qui peuvent venir les concurrencer. Et donc, à mon avis, aujourd'hui, la manière de les appréhender n'est pas de les battre, de les concurrencer sur leur terrain qui est la technologie, mais c'est au contraire, faire de l'éducation clientèle. Je vais me présenter rapidement. Je me positionne comme un spécialiste en web marketing hôtelier. On vous a déjà dit que j'étais un ancien hôtelier. Aujourd'hui, j'interviens sur tout ce qui est conseil, formation, des interventions et uniquement sur les enjeux de visibilité, de distribution, de e-réputation et des réseaux sociaux. J'écris pratiquement la plupart des articles pour le journal de l'hôtellerie-restauration sur les enjeux du web marketing. Je ne sais pas si vous savez, les hôteliers, mais sur le site de l'hôtellerie-restauration, il y a ce qu'ils appellent le blog des experts et vous avez donc là-bas 44 experts à votre disposition pour répondre à tout plein de questions, aussi bien sur des enjeux juridiques, des enjeux techniques, et je m'occupe de ces enjeux de web marketing. Les agences en ligne, je suppose que tout le monde connaît ou a eu affaire aux agences en ligne. Est-ce que quelqu'un ne saurait pas dire ce qu'est une agence en ligne? Bon, en fait, si on faisait juste un petit panorama des nouveautés, ce que Internet a apporté, à part cette promesse de désintermédiation, la première chose, c'est que les apporteurs ont complètement changé. Avant, le client, il arrivait dans votre établissement grâce aux pages jaunes, grâce au guide Michelin ou grâce à l'Office du tourisme. Déjà, avec ces trois apporteurs, on avait une grosse partie du chiffre d'affaires. Internet est arrivé et a tout bouleversé. Aujourd'hui, les pages jaunes, l'Office du tourisme, le guide Michelin apportent beaucoup moins de clients que les centrales de réservation ou votre site Internet.
les apporteurs ont changé, excusez-moi, les canaux aussi ont changé. C'est-à-dire que avant, les clients téléphonaient pour réserver ou envoyaient un courrier avec un chèque d'acompte. Maintenant, les réservations arrivent principalement par email. Le canal a changé. Et en fait, c'est tout le système de distribution et de comportement a explosé avec Internet. Les attentes des clients ont évolué et leur comportement d'achat a changé. Vous savez bien que maintenant, un Internet, avant d'acheter, il va aller comparer. Alors, il y a des statistiques qui disent qu'il compare quelque chose comme 28 sites avant de passer à l'acte d'achat. Et le jour même de l'acte d'achat, il va visiter jusqu'à 8 sites différents avant de conclure la vente. Le client, quand il cherche un hébergement, par exemple, il va sélectionner 2-3 établissements sur le territoire par rapport à l'emplacement, par rapport à la catégorie, par rapport au prix. Et une fois qu'il a trouvé 3-4 établissements, il va aller lire la e-réputation et c'est la e-réputation qui va faire balancer entre le A, le B ou le C. D'où l'importance de répondre aux avis. D'ailleurs, c'est une attente de vos clients de lire la réponse que vous publiez sur les sites d'avis. C'est pas tant la réponse qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de savoir si dans l'établissement, il y a quelqu'un qui gère les clients. Sous-entendu, est-ce que je peux accorder ma confiance à cet établissement? Est-ce qu'il y a un responsable qui gère les problèmes? Donc, Internet a bouleversé complètement la distribution, le comportement d'achat. Et en fait, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'aujourd'hui, le producteur, c'est-à-dire vous, l'hôtelier, le restaurateur, l'hébergeur, vous devez vous commercialiser. Ça prend beaucoup de temps. Je vais faire une critique. C'est avant, l'hôtelier, il était devant son hôtel, les bras croisés, et puis il attendait que le client tombe par le guide Michelin, etc. Aujourd'hui, il faut aller chercher le client, il faut faire une vente. C'est nouveau, on ne sait pas trop comment faire, c'est le début, on balbutie. Heureusement, on est accompagné par les différents institutionnels. C'est nouveau et ça prend du temps. Moi, j'ai fait l'école hôtelière. On m'a appris à faire une chambre à blanc, à faire un flambage, à faire le service à la russe, à la française, enfin des choses extrêmement utiles. À l'école hôtelière, on ne nous a jamais appris à commercialiser un établissement hôtelier. Et maintenant, on est dans la situation où on ne sait pas commercialiser et il faut le faire. C'est pour ça que ces fameuses centrales de réservation sont en train de s'imposer. C'est parce qu'elles pallient à un manque de temps et éventuellement un manque de compétences en vous apportant des clients sur un plateau. Et effectivement, c'est formidable, ça marche. C'est très performant. Et on va voir les avantages et les limites de ces apporteurs. Si on devait faire un petit panorama des agences de voyage en ligne, les fameuses OTA, c'est Online Travel Agency. Il y a une dizaine d'années, il y a 15 ans, il y avait plein d'agences de voyage et comme à chaque fois que le marché arrive à maturation, il y a une concentration des acteurs, ils se rachètent les uns les autres. Aujourd'hui, on arrive à un match Expedia contre Priceline. Expedia qui possède Hotel.com, vénéré Hotwire et qui a racheté Trivago juste avant l'été. Et d'ailleurs, Trivago aujourd'hui vient de sortir son nouveau portail. Et en face, on a Priceline qui possède Booking, Agoda et qui a racheté Kayak juste avant l'été. Ce sont deux groupes américains, Expedia et Priceline. Ils sont tous les deux cotés à la bourse de New York. Ils appartiennent tous les deux à des fonds de pension américains. Je vais beaucoup parler de Booking parce que Booking, c'est l'acteur principal en Europe. Expedia, ils revendiquent quelque chose comme 150 000 hôtels dans le monde, 36 langues, et ils font 280 millions de dollars de bénéfices annuels. Non, mais c'est une boîte mondiale. C'est normal de faire 280 milliards de bénéfices quand on est une boîte d'envergure mondiale. C'est surtout par rapport à Priceline, par rapport à Booking que ça m'interpelle. Booking revendique 350 000 hôtels, et là tout de suite on est dans le faux parce qu'il n'y a pas 350 000 hôtels dans le monde. Comme Booking est en train de rentrer toutes les chambres d'hôtes, tous les campings, tout ça, c'est pas 350 000 hôtels, c'est 350 000 hébergements dans 179 pays, alors qu'aux Nations Unies, à New York, il n'y a que 184 pays d'enregistrés, donc c'est un système qui est complètement planétaire. Ils ont 500 000 affiliés. Des affiliés, c'est des gens qui vont vendre des chambres pour le compte de Booking. C'est-à-dire que moi, j'ai un site qui parle de la ville de Calais. J'ai envie de gagner un petit peu d'argent. Je mets le moteur de Booking sur mon site internet et je touche un petit peu de commission que Booking perçoit. Ils distribuent, c'est des sous-distributeurs.
C'est traduit en 41 langues. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font 5,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2012, alors qu'en 2007, ils en faisaient que 1,4 milliard. C'est-à-dire que entre 2007 et 2012, ça fait 5 ans. En 5 ans, ils ont multiplié pratiquement par 4 leur chiffre d'affaires. Ils font 1,4 milliard de dollars de résultats, c'est-à-dire qu'ils ont 30% de marge brute à la fin de l'activité fiscale. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de business, d'entreprises qui font 30% de marge brute. Dans l'hôtellerie, quand on est à 8-10%, on est super content. Et l'hôtellerie avait jusqu'à récemment la réputation de bien marger. Et ils ont 5 milliards de dollars de trésorerie, de cash sur leur compte bancaire. On ne va pas aller chercher, on ne va pas se creuser la tête pour savoir ce que Booking peut faire avec 5 milliards de dollars en trésorerie. Mais voilà, si on voulait les diaboliser, on pourrait se dire ils vont racheter tous les hôtels à Paris, comme ça ils vont contrôler le marché parisien. Ils ne le feront jamais, leur métier n'est pas de gérer les hôtels. Et je vais vous dire, 5 milliards de dollars de cash en trésorerie, c'est des petits joueurs parce que Google, ils ont plus de 44 milliards de trésorerie en cash. Donc peut-être faut plus avoir peur encore de Google. Dernier graphique, assez anxiogène, c'est l'évolution du cours de l'action de Priceline, la maison mère de Booking, sur le Nasdaq à New York. Et en fait, on voit qu'entre 2006 et 2013, c'est-à-dire en 7 ans, l'action a pris pratiquement 4000% de croissance. Je ne sais pas si quelqu'un avait pensé à acheter des actions Priceline il y a quelques années. À mon avis, je ne suis pas analyste financier, mais on peut encore y aller. Ils ont encore quelques années quelques belles années devant eux. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont aussi puissants, ces apporteurs? Pourquoi ces centrales d'achat de réservation sont aussi puissants?